pense que ça fonctionne, hein. Ça me dit que c'est bon. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir. Nous allons commencer d'ici quelques minutes le webinaire avec Valentin qui nous rejoint ce soir pour nous parler macro, analyse technique et faire un point justement sur les perspectives pour ce deuxième trimestre 2024. Alors pour ceux d'entre vous qui sont déjà présents, est-ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions que le son fonctionne correctement, que la présentation est bien visible, hein? La fenêtre questions, vous allez voir, vous avez un carré avec une petite icône et un point d'interrogation. Et donc, vous pouvez me confirmer à l'écrit que tout fonctionne correctement. Parfait, tout fonctionne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bonsoir Valentin, merci de nous rejoindre. Alors, je me présente, je suis Maëva Chazelle, directrice commerciale chez IG. Certains d'entre vous doivent déjà me connaître, mais comme on a pas mal de nouveaux clients, hein, il est bon de refaire un petit point sur les différents intervenants et sur IG. On viendra dessus tout à l'heure. Je vais laisser quelques minutes à Valentin pour que tu puisses te présenter et un petit peu ton expérience également. Alors, merci Maëva déjà pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour présenter mes perspectives des marchés pour le second trimestre 2024. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis stratégiste des marchés indépendants depuis 5 ans. Je suis passé par le groupe IG avant d'être indépendant et avant ça encore par un autre broker qui s'appelle FXCM. Voilà, et je trade les marchés de mon côté en indépendant à mon compte depuis 2014. Parfait. Merci beaucoup, Valentin. Alors, on va faire un petit point, rapide, sur IG. Déjà, cet avertissement, je vous laisse le lire. C'est simplement pour vous dire que, Valentin, ce soir, va vous montrer différents graphiques et cetera. C'est absolument pas des conseils ou des recommandations, c'est juste son opinion, en tant qu'analyste. Autre point important, puisqu'on a pas mal de nouveaux clients, comme je vous le disais, donc IG, en quelques mots, nous sommes cotés à la Bourse de Londres. On a plus de 380 000 clients à travers le monde. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne. Et cette année, on aura la chance de fêter nos 50 ans. Alors, ce soir, on va parler macro, on va parler analyse technique, et puis après, il y aura un temps pour que vous puissiez poser vos questions. Pendant la présentation, on va également vous soumettre pas mal de sondages. Donc justement, l'idée, c'est vraiment de briser la glace. Ce sont des séminaires en live pour que vous puissiez poser vos questions. Donc pareil, s'il y a des questions, vous les écrivez dans la fenêtre questions, et puis au fur et à mesure, je pourrai les donner à Valentin qui y répondra. Donc vraiment, profitez de ce moment. C'est l'occasion d'avoir un expert en face de vous et de pouvoir justement lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, je vais te passer la main, Valentin. En attendant que Valentin prenne la main sur la présentation, je vais vous proposer un premier petit sondage pour savoir un petit peu depuis combien de temps est-ce que vous tradez ou si vous êtes plutôt en démonstration. Alors, le sondage s'affiche à l'écran. Vous pouvez y répondre très simplement, hein. Il vous suffit de cliquer et puis comme ça, on aura un petit peu une idée de l'audience ce soir. Ça permettra à Valentin d'orienter un petit peu son propos. D'accord, donc pour le moment, on a quand même majoritairement des personnes qui tradent, donc qui tradent sur le réel et depuis plus de 3 ans. Donc des investisseurs plutôt expérimentés. 74% de votants. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Deuxième question que je vais vous poser ce soir, c'est si vous êtes déjà client IG ou pas, pour voir justement parmi ces personnes qui tradent depuis un certain temps, est-ce que vous utilisez les services IG ou est-ce que éventuellement vous êtes en phase de découverte de la plateforme IG et vous pensez à switcher chez nous? Alors, on a 54% de votants pour le moment. Je vous laisse un petit peu valider vos réponses.
D'accord, 80 de réponses et 65 de personnes qui sont, chez IG. Donc ça veut dire que certains d'entre vous qui tradent déjà en réel, ne sont pas encore chez IG. N'hésitez pas, hein, puisque vous êtes dans une phase de découverte de la plateforme, à nous contacter, que ce soit les équipes commerciales ou moi. Quand vous avez des questions, besoin de précision, que ce soit les tarifs, les différentes fonctionnalités, Pro Real Time et cetera, on est vraiment là pour vous guider, vous aider à prendre en main l'outil et puis à pouvoir franchir le pas de changer de broker. C'est pas toujours évident quand on a ces petites habitudes, mais vous verrez qu'il y a beaucoup à y gagner à passer chez IG. Je te laisse la parole, Valentin. Alors, nous allons commencer ce soir par un point macro, comme l'a dit Maëva, et par la suite, nous allons faire quelques analyses techniques. Alors, pour ce qui est de la macro, concernant le premier trimestre, donc on a eu plutôt des bonnes nouvelles d'un point de vue économique, avec des taux d'inflation qui ont continué à ralentir sur un rythme annuel et des taux de chômage qui sont restés, on va dire, à l'équilibre, flat. Donc concrètement, le soft landing qui se rapproche pour les principales économies développées, hein, la zone euro, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis, évidemment. Par contre, on a un marché qui a fortement grimpé grâce aux perspectives d'un soft landing qui se sont renforcées, mais également, nous allons voir plus tard, aux perspectives d'un pivot des banques centrales et également une certaine euphorie, ou plutôt un fort enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Donc, on a des multiples de valorisation qui ont quand même beaucoup augmenté depuis les points bas d'octobre, que ce soit les GAFAM, euh, mais particulièrement ces quelques valeurs axées sur l'intelligence artificielle. Euh, le reste du marché, pour ce qui est des small et des mid caps américaines, on voit que leur valorisation est extrêmement faible. On le voit dans le graphique devant vous, en bleu et en vert. C'est le S&P 400 et le S&P 600. Le S&P 400, c'est les mid caps et le S&P 600, c'est les petites capitalisations boursières. Donc, ce que ça nous montre, c'est qu'au final, la valorisation globale du S&P 500, elle est essentiellement tirée par les mastodontes technologiques. Si on enlève les mastodontes technologiques du S&P 500, il y a de très fortes chances que la valorisation de l'indice soit proche du S&P 400 ou du S&P 600. Donc, en fait, le marché boursier américain, il paraît cher à cause de ces quelques valeurs, une dizaine, on va dire, les GAFAM plus Nvidia, Tesla et Netflix, grosso modo. Surtout Nvidia qui a tiré la valorisation du marché. Et, euh, et voilà, mais si on enlève ces 10 capitalisations boursières, on a un marché boursier américain qui est globalement bon marché euh, à l'heure actuelle. Tout cet enthousiasme, cette hausse du marché action a évidemment provoqué une certaine peur de manquer le rallye et donc des investisseurs qui sont de plus en plus exposés au marché action. On le voit ici avec le graphique représentant l'allocation d'actifs selon l'enquête menée par une association indépendante auprès des investisseurs particuliers américains, donc l'AAII. Et on voit que cette part d'allocation au marché action est proche de niveaux records historiquement très élevés et plutôt comment dire cohérent avec un marché déjà cher et souvent proche d'un sommet majeur. Donc la Fed peut continuer encore un certain temps parce que voilà, cette allocation, cette exposition de l'allocation des investisseurs particuliers au marché action n'est pas un indicateur suffisant pour timer le marché. Mais on voit qu'en tout cas, le marché est quand même déjà, enfin, on a déjà une très forte exposition et donc du coup, il n'y a plus beaucoup comment dire, de personnes qui n'ont pas acheté le marché. Euh, voilà, si on regarde ça d'un point de vue quantitatif, on est sur des niveaux très élevés et cohérents avec des
des rendements à 1 an, on va dire, plutôt faibles, en tout cas inférieurs à la moyenne historique pour ce qui est du S&P 500, mais également au marché boursier européen. Voilà, donc là, d'un point de vue contrarien, ce qu'on cherche à faire en étant opérateur de marché, c'est plutôt adopter une attitude prudente à l'heure actuelle. Alors, à quoi s'attendre pour ce second trimestre? Eh bien, écoutez, le début du cycle de baisse des taux des banques centrales, ça va être quelque chose d'assez gros, de significatif, après plus d'1 an et demi, même 2 ans de resserrement monétaire des principales banques centrales. Mes prévisions à moi, c'est une reprise de la désinflation aux États-Unis. Pour ceux qui ont suivi les derniers chiffres, sur un rythme annuel, ils ont continué à reculer, mais si on regarde sur des rythmes plus courts, à 3 mois ou à 6 mois, on a un rebond de l'inflation aux États-Unis. Euh, Ça a été une petite source, on va dire, je dirais pas d'inquiétude sur les marchés parce que ça s'est pas transmis par une baisse du S&P 500, mais en tout cas, si on regarde les taux obligataires, ils ont repris un peu de hauteur quand même depuis le début de l'année, bien 50 points de base pour le taux à 10 ans américain. Et ça, c'est dû au fait que les récents chiffres sur l'inflation sont ressortis plutôt supérieurs aux attentes, euh, bien qu'ils ont continué à décélérer sur un rythme annuel. Et donc, on a eu de moins en moins de baisses des taux pricées par les marchés pour cette année. En début d'année, on avait à peu près 6 baisses des taux qui étaient anticipées par les opérateurs de marché euh, en 2024 pour la Fed. Et à l'heure actuelle, c'est moins de 3. Donc on a eu 3 baisses de taux qui ont été retirées du marché euh, à cause de ces chiffres sur l'inflation. Alors, pourquoi ces chiffres sur l'inflation ont surpris la hausse? C'est principalement en raison des problèmes de saisonnalité depuis le Covid. Euh, Comme vous le savez, le Covid a changé énormément les habitudes et donc du coup les indices qui sont ajustés euh, de façon mensuelle, eh bien cet ajustement n'est plus aussi précis qu'auparavant et donc on constate depuis les années du Covid, eh bien que les mois de janvier et février avaient des problèmes de saisonnalité. Donc c'est en tout cas parmi les experts qui s'occupent de suivre et d'analyser les chiffres sur l'inflation, c'est ce qui ressort de ces analyses-là, c'est qu'il y aurait des problèmes de saisonnalité dans ces indices. Donc, à mon sens, il ne faut pas trop s'inquiéter, pour le moment en tout cas, de ces chiffres sur l'inflation. Et si on regarde des indicateurs avancés, qu'on va voir ensuite, eh bien, on, on, a des perspectives de poursuite de la désinflation. Donc voilà, donc les prochains chiffres sur l'inflation, concrètement, celui qui sera notamment publié demain aux États-Unis, sera beaucoup plus important que celui de janvier ou février. Euh, donc première baisse des taux de la Fed et de la BCE grâce à la désinflation aux États-Unis et en Europe et à des taux de chômage qui surprennent positivement hein, puisqu'ils restent faibles. Et l'autre point clé à s'attendre pour le deuxième trimestre 2024, c'est probablement une accélération de l'économie chinoise. Euh, voilà, on a des PMI, Kexin et officiels hein, qui suggèrent une réaccélération, que ce soit sur le plan manufacturier que sur le plan des services. Et en plus, alors là, une reprise fragile pour le moment, mais en plus de cela, on a quand même des attentes très élevées que Pékin annonce pour, on va dire, la première fois des mesures de relance via la consommation. Parce que historiquement, elle relance son économie à travers des plans de relance dans le secteur manufacturier et dans les infrastructures. Sauf que le problème, c'est que à un moment, tous ces investissements-là ne sont plus rentables, ne sont plus performants. Il y a une surcapacité de production, d'où l'explosion des exportations de véhicules électriques chinoises, hein, parce que la Chine a construit énormément d'usines grâce à des financements du gouvernement, très très abordables, tout simplement. Donc voilà, mais il y a un bout d'un moment où trop d'investissement en fait tue la rentabilité d'un secteur
et donc ça crée même de la déflation. Donc ce que Pékin devrait faire, ça serait une relance via la consommation, sauf que c'est pas vraiment dans les habitudes comment dire, du Parti communiste chinois de le faire, de relancer via la consommation. Généralement, le parti préfère relancer via le secteur, via les entreprises, tout simplement, ou les infrastructures. Alors, pour appuyer mon point sur une reprise de la désinflation aux États-Unis, j'ai euh, ajouté quelques graphiques à la présentation. On a devant nous l'évolution, on va dire, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Donc c'est une évolution sur plus de 20 ans et l'échelle verticale, l'échelle des abscisses, eh bien, correspond aux écarts types par rapport à la moyenne historique. Voilà, donc si on a une lecture inférieure à zéro, c'est-à-dire qu'on a des chaînes d'approvisionnement inférieures, enfin plus détendues qu'en temps normal. Et si c'est au-dessus de zéro, eh bien on a des chaînes d'approvisionnement plutôt tendues par rapport à la normale. Voilà. Donc concrètement, entre 1 et moins 1, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est au-delà de ces bornes-là qu'on a un signal significatif et, euh, et qu'il faut prendre le signal sérieusement. Ensuite, nous avons à gauche le graphique qui suit l'évolution du prix des véhicules d'occasion, qui est une composante importante des indicateurs d'inflation, hein, que ce soit l'IPC ou le PCE. Et à droite, nous avons plusieurs indicateurs avancés, ou je dirais, enfin, c'est pas forcément avancé, c'est plutôt qu'ils sont actualisés en temps réel, alors que ceux qui sont mesurés par le gouvernement américain ne sont pas actualisés en temps réel. Donc, bon, c'est considéré comme des indicateurs avancés par rapport à la lecture officielle. Euh, donc, c'est des indicateurs officiels sur le logement. Voilà. Et si on regarde ces indicateurs officiels sur le logement, en bleu, en jaune ou en bleu turquoise, eh bien ceux-ci sont revenus à des niveaux pré-Covid, à un taux de croissance annuelle de 3 à 4%, alors que l'indicateur officiel du BLS, hein, du gouvernement américain, eh bien, évolue toujours à des niveaux extrêmement élevés parce qu'il est en retard, parce qu'il s'étale sur 12 mois, euh, 12 mois de loyer, de négociation de loyer. Donc, en fait, la construction de la composante loyer de l'IPC ou même du PCE, hein, aux États-Unis, eh bien, est en retard, tout simplement. Il est très lisse, il est très lissé, mais il est en retard. Donc, d'où l'importance de suivre les indicateurs, on va dire, alternatifs, comme CoreLogic en bleu turquoise, Zillow en jaune et Apartment List en bleu. Ces trois, comment dire, Zillow et Apartment List, pardon, sont des sites internet pour trouver des logements comme l'équivalent de seloger.com, il me semble, hein, en France. Voilà. Donc, a priori, d'après ces indicateurs alternatifs, on aurait une croissance des loyers qui reviendrait à des niveaux cohérents avec la situation pré-Covid, donc 3-4% en taux annuel, sachant que le logement, c'est à peu près 15-20% du PCE, et c'est un peu plus dans l'IPC, ça doit être 25 ou 30%. C'est la plus grande composante dans l'IPC, et c'est la deuxième plus grande composante, il me semble, après la composante médicale. Ils sont à peu près pareils, hein, c'est 20% les deux. Mais bon, voilà, la composante loyer, c'est vraiment celle qui est la plus surveillée actuellement, parce que c'est celle qui est la plus en retard, où il y a le plus d'attentes de désinflation à venir dans les indicateurs officiels. Euh, et comme le montre le graphique de gauche des véhicules d'occasion, on voit que la valeur de ces véhicules d'occasion diminue. Euh, Pourquoi? Parce qu'on a les constructeurs automobiles qui, qui, euh, qui font face à une demande plus faible à cause des taux plus élevés, évidemment, une amélioration des chaînes d'approvisionnement et des semi-conducteurs. Voilà, donc on a quand même des vents favorables, on va dire à moyen terme, pour ces 2 prochains trimestres au moins, T2, T3, au niveau de l'inflation. Attention,
évidemment au cours de pétrole qui se redresse un petit peu. Si on regarde d'un point de vue annuel sur 12 mois, les prix de pétrole sont en légère hausse, mais ceux de l'essence, donc ce qui est, on va dire, utilisé par les consommateurs, eh bien, est flat sur un an. Donc pour le moment, on ne devrait pas avoir de forte pression d'inflation de la part de l'essence. Par contre, si la situation géopolitique se tend davantage, si le pétrole monte à 90, enfin même au-delà de 95 dollars, je pense que là, ça sera une autre histoire au niveau de l'inflation, ce sera beaucoup plus challengeant. Mais bon, difficile de faire des pronostics sur les cours de pétrole parce que une montée au-delà de 95 dollars, ça dépendra très probablement de l'évolution des tensions géopolitiques. Concernant la Chine, donc comme je l'ai dit, on a des PMI qui se redressent légèrement. On a quelques signes d'amélioration depuis le début de l'année, surtout de la part des PMI officiels. Euh, et, euh, et comme j'ai dit, pardon, au niveau euh, des mesures de relance à venir de la part de Pékin, étant donné qu'on a énormément d'investissements dans le secteur manufacturier et dans les infrastructures, là où Pékin devrait soutenir l'économie, ça serait à travers la consommation. Difficile à dire comment ça va se traduire. Est-ce que ça va être des chèques de relance comme chez les Occidentaux lors du Covid? Probablement pas. Euh, mais on peut imaginer des bonus à l'achat de véhicules électriques, par exemple, euh, ou des chèques pour le tourisme intra-domestique. Voilà, ça peut se traduire sous différentes formes, mais en tout cas, voilà, les attentes, on va dire des marchés, les attentes grandissantes, c'est pas encore un consensus, je pense, mais c'est une relance, des annonces de relance via la consommation. Et si c'est le cas, étant donné que c'est ce qui manque à l'économie chinoise pour vraiment rebondir, eh bien, ça devrait être extrêmement positif pour l'économie et pour le marché boursier chinois. Au niveau des principaux risques pour les marchés, les principaux scénarios pour les marchés, pour le moment, le marché price, comme vous l'avez compris, l'idéal, un soft landing avec un pivot des banques centrales, ce qui est cohérent avec les datas qui ressortent de ces derniers mois. Enfin même depuis à peu près un an, on a vraiment une amélioration vers l'idée d'un soft landing, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir de hard landing, parce que plus les taux resteront élevés et plus on va avoir des entreprises qui vont se financer à des taux beaucoup plus élevés qu'ils le faisaient il y a 4 ou 5 ans, parce que je tiens quand même à souligner que même si la Fed baisse ses taux de 100 points de base cette année, ce qui paraît peu probable, mais imaginons que ce soit le cas, donc on aurait des taux courts aux alentours de 4%. 4%, c'est beaucoup plus haut que ce qu'il y avait pré-Covid. Donc même si c'est à 4%, la politique monétaire sera restrictive, les entreprises vont se refinancer à des taux plus élevés que 2021, 2020, 2019, 2018, où les taux étaient au plancher. Voilà, donc même si on a des baisses des taux, c'est pas pour autant qu'on a une politique monétaire qui est accommodante. Euh, D'après le dernier bulletin trimestriel de la Fed, on a des taux neutres estimés. Alors attention, c'est des estimations, c'est pas forcément fiable, mais en tout cas, ça donne une idée à peu près où est le taux neutre, c'est-à-dire à quel taux la politique monétaire n'est ni accommodante ni restrictive. Eh bien, ce taux neutre est estimé par le FOMC, par le comité de la Fed, à 3%. Donc encore une fois, même si la Fed baisse ses taux de 100 points de base à 4%, en théorie, on a toujours une politique monétaire qui est restrictive. Voilà, donc attention, c'est pas parce qu'on a une baisse des taux qui va arriver de la part de la Fed que ça y est, la politique monétaire devient accommodante, que l'économie réaccélère comme si on était dans un nouveau cycle économique. Donc il y a toujours un risque de hard landing si la Fed pivote. Euh, on a un autre risque pour le marché, c'est un rebond significatif de l'inflation, ce qui n'est pas du tout mon scénario, mais ce qui est possible, si le pétrole grimpe à 100 dollars, une nouvelle tension géopolitique avec ce qui se passe en Iran depuis quelques jours, on ne sait pas.
Euh, voilà, c'est un peu un signe noir, hein, c'est le risque géopolitique qui se traduit par une nouvelle vague d'inflation. Sans risque géopolitique, je pense qu'une seconde vague d'inflation est peu probable, parce que même si les taux de chômage sont, comment dire, sont, euh, sont faibles, surtout aux États-Unis, on n'a pas la courbe de Phillips n'est plus valide depuis plusieurs décennies. Donc l'observation selon laquelle un faible taux de chômage augmente les salaires et crée une boucle inflationniste n'a pas été observée depuis 3-4 décennies. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a un taux de chômage faible qu'on va forcément avoir une boucle inflationniste. D'ailleurs, on le voit, hein, le taux de chômage aux États-Unis il est en dessous de 4% depuis 18 mois et la croissance des salaires ralentit depuis plus d'un an. Donc, euh, donc voilà, on n'a pas la courbe de Phillips n'est pas active, en tout cas pour le moment. Donc une seconde vague d'inflation sans risque géopolitique ou sans, oui, enfin, chaîne d'approvisionnement qui se, comment dire, euh, disrupte, mais bon, c'est un risque géopolitique également. Voilà, sans ce risque-là, une seconde vague d'inflation me semble, à mon sens, peu probable. Donc, comme je dis également, le troisième risque, c'est le choc géopolitique qui est lié avec le second scénario. Et le troisième risque, eh bien, c'est les résultats des entreprises des semi-conducteurs et de toutes les valeurs qui touchent à l'intelligence artificielle, en particulier voilà, Nvidia, Microsoft, Alphabet. C'est ces poids lourds qui ont tiré le marché quand même vers le haut l'année dernière, en début d'année. Leur poids dans les indices est conséquent. Si on a ces entreprises-là qui déçoivent, euh, ça risque, euh, ça risque d'être compliqué, surtout qu'on a vu le positionnement et la valorisation des marchés. On voit que on a quand même un positionnement important, fortement exposé au marché à actions, et on a un sentiment à travers la valorisation du marché qui est extrêmement élevé par rapport à des niveaux historiques, sur les valeurs technologiques. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que les résultats des entreprises semi-conducteurs et d'intelligence artificielle sont plus importants que lors des précédents trimestres, à mon sens. Euh, je tiens à dire également qu'à moins d'un retour des hausses des taux sur la table, je pense que ce qu'on constate actuellement depuis le début de l'année, c'est-à-dire le débat autour du nombre de baisses des taux, n'a pas vraiment d'importance en soi pour le marché action. Que le marché action price 2 baisse des taux en plus ou en moins, à mon sens, c'est pas ça qui va provoquer une baisse ou un rallye du marché boursier. D'ailleurs, on le voit depuis le début de l'année, hein, on a le S&P qui a progressé de 10-15%, 10% maintenant avec la baisse des quelques derniers jours. Et dans le même temps, on a les opérateurs de marché qui sont passés de 6 baisses des taux pour 2024 par la Fed à moins de 3. Donc voilà, la corrélation entre le nombre de baisses des taux et le marché action est plus est moins, comment dire, moins positive qu'auparavant. Voilà, donc à part si on a des hausses des taux qui sont remis sur la table, voilà, on a des chiffres d'inflation qui se redressent, qui étaient inattendus et qui se redressent. Du coup, ça commence à reparler de hausses des taux. Là, pour le coup, je pense que un remake de 2022, pas forcément dans la même amplitude, mais quelque chose d'à peu près voilà, similaire, un moins 10%, moins 15%, ce serait pas étonnant. Surtout, je le répète, compte tenu du positionnement et de la valorisation quand même assez riche du marché action. Donc voici mes différents scénarios, même si c'est compliqué hein, de donner des cibles pour chaque scénario. J'ai donné un ordre d'idée. Voilà, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous le souhaitez. Donc là, le scénario soft landing, c'est ce qui est price actuellement, c'est-à-dire c'est des taux à 10 ans qui est entre 4,5, qui oscillent entre 4,5 et 3,5%, un S&P entre 4,500 et 5,500, un CAC 40 entre 7,500 et 8,500, un gold au-delà de 2000 $, et les facteurs growth, quality et large caps qui surperforment. Si on a une reflation, bah forcément les taux vont se redresser beaucoup plus que ce qu'on voit depuis le début de l'année. Un retour à 5% du taux à 10 ans US n'est pas déconnant. Le S&P 500, ça pourrait être négatif à très court terme parce que si les taux se redressent, voilà, ça peut être un vent contraire important. Mais en même temps, qui dit reflation dit amélioration des bénéfices. Faut savoir que voilà, le marché action il est plutôt corrélé au PIB nominal que le PIB réel.
Donc, qui dit inflation dit meilleur pricing power des entreprises et donc des bénéfices plus élevés. On l'a vu en 2022. 2022, ça n'a pas empêché une baisse du S&P 500, mais on a eu des bénéfices qui ont bien grimpé. Donc c'est possible qu'en en reflation, on ait un S&P 500 qui progresse. Un CAC 40 en hausse et surtout évidemment l'or qui explosera à la hausse si on a une seconde vague d'inflation. En cas de hard landing, c'est tout l'inverse, hein, c'est des taux US donc, qui chutent parce que les obligations seront fortement demandées. Et là, et les actifs risqués, S&P 500, CAC 40, qui vont fortement corriger, hein, moins 20, moins 30% facilement sur les marchés actions. L'or pourrait augmenter à 2500 $. Il n'y a pas forcément une corrélation extrêmement négative entre l'aversion au risque et le gold. Parfois, en période de récession aux États-Unis, on a l'or qui peut se prendre un moins 10 ou un moins 20%. Donc la cible des 2500 $ serait privilégiée, mais attention à la volatilité. Et enfin, le risque géopolitique, où le pétrole grimpe, là c'est taux à 10 ans qui grimpe à 5%, et c'est un S&P 500 et un CAC 40 qui corrigent. Et enfin, j'ai ajouté une vue évidemment constructive sur le marché boursier chinois en raison des arguments cités précédemment. Alors, ce que je vous invite, c'est à passer au point technique, mais avant Voilà. tout, je vous invite à répondre à quelques questions voilà, que Maëva va vous donner. Voilà, ça va nous permettre d'avoir quelques précisions avant que Valentin se lance sur le point technique. Alors, tout d'abord, sur quel marché investissez-vous? Donc, je vous propose quatre réponses. Le sondage s'affiche à l'écran. Vous pouvez cliquer directement pour donner votre réponse. On a indice, actions et ETF, forex ou matières premières. Donc, pour le moment, on n'a pas du tout de forex ni de matières premières. Alors ça, c'est assez rare. On n'a que de l'indice et des actions. Donc là, on a quasiment 70% de votants. Je laisse les dernières personnes terminer de voter. Ah oui, donc 5% de Forex et quasiment ex aequo indice action. Donc ça, c'était la première question. Je vous affiche les résultats. Je vais vous proposer un second sondage, à savoir quel est votre type de trading, c'est-à-dire en termes d'horizon de temps. Est-ce que vous êtes plutôt sur du scalping, du day trading, intraday, du swing, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes sur du plus long terme? Voilà. Quel est votre style de positionnement? C'est assez lié généralement au temps qu'on consacre au trading, parce que c'est vrai que quand on n'a pas le temps de s'y consacrer tous les jours, c'est un peu compliqué de faire de l'intraday ou du scalping. Donc majoritairement du swing hein, sur quelques semaines, quelques mois. D'accord, mais écoutez, ça nous permettra de préciser un petit peu les différentes analyses techniques. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez poser des questions, hein, notamment sur les graphiques que Valentin va vous afficher à l'écran dans quelques minutes, eh bien, n'hésitez pas. Et on va terminer donc avec un dernier sondage, à savoir combien d'ordres passez-vous par mois pour qu'on ait une petite idée de votre activité. Donc vous faites principalement du swing. Voilà, en termes de fréquence, est-ce qu'on est sur moins de 10 ordres par mois, entre 10 et 20 ou plus de 20 ordres? Donc quand même des traders assez actifs, hein, avec presque 40% de personnes qui passent plus de 20 ordres par mois. Donc on est quand même face à des investisseurs assez solides. Merci à tous pour vos réponses. Je vous partage le résultat comme ça, vous pouvez le voir un petit peu. Voilà. Et je redonne la parole à Valentin qui va passer donc sur le scénario vraiment technique, analyse des graphiques. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre dédiée, hein. N'hésitez pas, même si vous avez des questions par rapport à une valeur particulière, vous pouvez la poser. Alors, malheureusement, nous allons commencer par le Forex, même si ça n'attire pas beaucoup de monde à ce que je vois. Donc le DXY, qui est assez intéressant. Alors c'est une capture d'écran qui a été faite le 5 avril, donc il y a voilà, quelques jours. Depuis, il est un petit peu en baisse ce dollar. Mais voilà, on a un dollar qui évolue dans un semblant de triangle ascendant. Évidemment, cette figure sera validée uniquement
si on en sort par le haut. Si on en sort par le haut, ce sera un signal technique très positif, d'autant plus que début d'année, lorsque nous avions fait un webinaire sur mes perspectives pour, il me semble, le premier trimestre ou pour toute l'année 2024, je ne me souviens plus exactement, mais on avait fait un point technique sur le DXY et on avait eu un V-bottom qui a été formé. Donc vous voyez le V-bottom, fin décembre, début 2024, la tendance haussière. Ensuite, on a eu un petit retracement en février-mars et un rebond, ce qui a formé le triangle ascendant. Donc voilà, si on en sort par le haut, à mon avis, ça dépendra beaucoup de ces chiffres sur l'inflation qui sont publiés demain et vendredi. Demain, c'est l'IPC, vendredi, c'est l'IPP. Si ça ressort supérieur aux attentes, il y a de très fortes chances que ce dollar il bourre à la hausse et qu'on ait ensuite la Fed, les membres de la Fed qui s'expriment, hein, pas forcément quotidiennement, mais régulièrement dans les médias et qui adoptent un ton un petit peu plus au quiche que comment dire, que lors de leur précédente intervention, tout simplement. Mais bon, c'est pas mon scénario. Une réaccélération de l'inflation n'est pas mon scénario. Mais voilà, c'est un risque important. Si on a des chiffres sur l'inflation plus résilients, super aux attentes, euh, c'est positif pour le dollar. C'est positif pour le dollar, c'est mauvais pour les actifs risqués. L'euro-dollar, c'est l'inverse du DXY, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le DXY, c'est un panier de devises majeures face au dollar. Et la plus grosse composante du DXY, à peu près 57% de mémoire, c'est l'euro-dollar. Donc la corrélation entre les deux est extrêmement négative. Le reste hein, du DXY, c'est le GBP USD, l'USD Yen, l'USD CHF et ensuite le CAD, mais ça c'est quelques quelques points de pourcentage. La plus grosse devise, la devise majoritaire, celle qui influence le plus le DXY, c'est l'euro. Donc l'euro-dollar, on a un joli triangle symétrique dans lequel le taux de change évolue depuis presque un an. Je fais face à je m'adresse principalement à des traders expérimentés à ce que je vois, mais je le répète quand même, plus la figure chartiste est sur le long terme et plus elle est généralement significative. On a eu une récente sortie par le bas de ce triangle, donc ça veut dire déjà qu'on a une certaine faiblesse de la part des acheteurs de l'euro. On l'a réintégré, mais bon, ce simple breakout de 2 jours est quand même déjà un signe précurseur de faiblesse. Et ça suffit pour les traders les plus agressifs d'adopter des perspectives baissières concrètement. Voilà, après je le répète encore une fois, hein, ça va beaucoup dépendre des chiffres sur l'inflation de demain et de vendredi. Si on a des chiffres sur l'inflation aux États-Unis super aux attentes, l'euro-dollar arrive à 1,06 d'ici vendredi vraisemblablement. En tout cas, à 1,07. À l'inverse, hein, si on a des chiffres qui sont dans la lignée des attentes, il va pas avoir vraiment de volatilité sur l'euro-dollar. Et si on a des chiffres inférieurs aux attentes, donc une désinflation plus rapide, là par contre l'euro-dollar reprendra de la hauteur. Au niveau de l'or, comment ne pas parler de l'or en ce moment? Eh bien, c'est extrêmement bullish, hein. Techniquement, il y a rien à dire. Lors du Covid en 2020 et l'année précédente en 2019, on a eu un bull run sur l'or. Ensuite, on a eu une longue consolidation qui a duré plus de 3 ans, de fin 2020 à début 2024. On peut constater un range pour certains, une épaule tête épaule inversée, une grande épaule tête épaule inversée. Moi, je dirais plutôt que c'est un range. Et on est sorti par le haut il y a un mois. Et voilà, et l'or depuis effectue une nouvelle jambe de hausse majeure qui pourrait s'étaler jusqu'au moins 2500 dollars. 2500 dollars, c'est non seulement un chiffre symboliquement important, mais également l'objectif théorique de la sortie par le haut du range. Je le répète, l'objectif théorique d'une sortie par le haut du range, c'est ni plus ni moins que la hauteur du range qui est reportée au niveau du breakout. Donc vu que le range faisait à peu près 400-500 points à la louche, et que la borne haute du range était à 2100-2050 dollars, et ça donne un objectif à 2500-2600 dollars à peu près. Voilà, donc
Gros objectif à 2500 $. Je pense que c'est la cible que beaucoup de personnes, beaucoup de traders surveillent, et moi y compris. Voilà. Donc là, la configuration, elle est indiscutablement haussière sur l'or. Il n'y a aucun signe de faiblesse. Et je tiens à dire que généralement, plus on a une consolidation longue, une fois qu'on a le breakout, euh, on n'a pas souvent de pullback. Voilà, la tendance est généralement assez forte. Donc, si vous attendez un pullback pour entrer, je dis pas qu'il faut se précipiter à l'achat et acheter, sans faire attention au prix. Fallait surveiller de toute façon le niveau de breakout. Mais voilà. Généralement, lorsqu'on a une longue consolidation et qu'on sort de cette longue consolidation, le mouvement peut être explosif et sans pullback. Et c'est pour le moment ce qu'on a. Au niveau du WTI, alors on a une longue consolidation, pareil depuis, enfin pareil à l'euro-dollar, on va dire, une longue consolidation depuis plus d'un an, même 2 ans, entre, on va dire, 95 et 65 $ pour faire large. En début d'année, on était proche de la borne basse de ce range. Depuis, on remonte. On remonte à cause de quoi? Bah, des chiffres économiques meilleurs que prévu, mais surtout des tensions géopolitiques qui augmentent comment dire, en Russie, avec les Ukrainiens qui font des attaques de drones sur des raffineries euh, russes, et bah, entre Israël et la Palestine, tout simplement. Euh, voilà, donc tension géopolitique et perspective économique un peu meilleure que prévu, ça génère une hausse des cours de pétrole. Maintenant, voilà, faut savoir que l'OPEP Plus a une surcapacité de production de 5 millions de barils par jour, ce qui est à peu près 5% de la consommation mondiale, donc qui est pas qui est inutilisé par l'OPEP. Donc l'OPEP ne peut pas redémarrer du jour au lendemain, c'était 5 millions de barils par jour de production, mais elle peut le faire très rapidement. Donc si on a des cours de pétrole qui remontent trop haut, les voies au sein de l'OPEP vont être divergents et on va avoir des pays déjà qui, à l'heure actuelle, ne respectent pas super bien l'accord de gel de production, mais je n'ose pas imaginer si les cours de pétrole remontent au-delà de 90 $. À mon avis, on a beaucoup de pays, même de l'OPEP, qui ne vont pas respecter leur quota et produire un petit peu plus. Voilà. Donc, on a cette énorme surcapacité de production de l'OPEP qui, en fait, fait un petit peu frein, même clairement un frein au cours de pétrole. Si on n'avait pas ces 5 millions de barils par jour de surproduction de l'OPEP, les cours de pétrole seraient beaucoup plus hauts. Voilà, donc on a une énorme surcapacité de production de l'OPEP, et pour cette raison, je ne pense pas, à moins d'un choc géopolitique majeur, euh, en particulier autour de l'Iran ou de la Russie, parce que c'est deux pays producteurs de pétrole, si on a des tensions géopolitiques autour de l'Iran ou de la Russie, euh, et bien là, par contre, on pourrait avoir une forte hausse. Mais tant que voilà, la production mondiale ou l'approvisionnement mondial de pétrole n'est pas affecté en soi, je pense que la hausse a peu de, comment dire, un peu de marge. Voilà, peu de marge restante. Au niveau du cuivre, très intéressant ce métal rouge, puisque il est progressivement sorti par le haut de plusieurs figures chartistes, déjà par une oblique haussière fin d'année dernière. Ensuite, on a eu voilà, quelques semaines difficiles en début d'année. Le dépassement de cette résistance à, vous voyez, à peu près 4 $ l'once, il me semble. Il me semble qu'on calcule par l'once ici, sur le graphique. Peu importe, on voit la cassure de la résistance et surtout la formation d'une épaule tête épaule inversée. Donc, techniquement, c'est très positif, d'autant plus que suite à ce breakout, on a eu une forte hausse du cuivre la semaine du breakout, un pullback, et vous voyez le pullback parfait à la ligne de coup, et le nouveau rebond cette semaine. Enfin, la semaine dernière, pardon, parce que cette capture d'écran a été prise la semaine dernière. Donc voilà, là techniquement c'est très propre. On a des creux et des sommets qui sont de plus en plus hauts désormais.
Donc c'est techniquement positif et c'est un bon signe pour l'économie mondiale, même si, je tiens à le préciser, cette hausse du cuivre est essentiellement due au fait que les raffineurs, plutôt ceux qui transforment le cuivre en Chine, se sont accordés pour réduire leur production parce ils transformaient trop de cuivre brut en cuivre, on va dire utilisable. Je n'ai pas les termes techniques. Donc voilà, ils ont réduit leur production, leur transformation de cuivre, et d'où la hausse actuelle. Donc la hausse du cuivre est certes un petit peu due à une amélioration des perspectives économiques, mais surtout à cause d'une production qui se voit un petit peu plus faible qu'au cours des derniers mois. Le Hang Seng, alors l'indice boursier de Hong Kong, me semble assez intéressant. On a eu un beau bottom réalisé en janvier. Depuis, le marché boursier a du mal à reprendre de la hauteur, mais quand même, il a pris 20%, on ne dirait pas comme ça. Moi, ce que je regarde sur ce Hang Seng, c'est deux droites. L'une qui est l'oblique haussière faisant office de support depuis le début de l'année, et l'autre qui est la résistance passant par les sommets de début janvier et de mi-mars. Voilà. La première de ces deux droites qui sera rompue, eh bien, donnera le tempo pour la suite. Concrètement, une baisse sous l'oblique haussière serait le signe eh bien, d'une pression acheteuse faible. Ce serait un mauvais signe pour l'économie chinoise et pour la tech chinoise, évidemment. Et les perspectives deviendraient baissières avec un possible retour à 15 000 points. J'ai du mal, personnellement, à imaginer une baisse plus importante que 15 000 points. Pourquoi? Bien parce que 15 000 points, c'est un creux majeur qui a été formé par de multiples annonces du gouvernement chinois en faveur d'une relance de l'économie, mais également de son marché boursier. Voilà. Pékin et Hong Kong ont annoncé pas mal d'annonces, ont annoncé pas mal de mesures pour améliorer l'attractivité de son marché boursier que les autorités avaient délaissé pendant 2-3 ans. D'où la pauvre performance du marché boursier chinois depuis 2021. Donc voilà, donc j'ai du mal à imaginer le marché boursier chinois enfoncer les 15 000 points, parce que les 15 000 points, il y avait un pessimisme extrême lorsqu'il avait été atteint. Donc avec toutes les annonces qui ont été faites par la Chine, je pense que le marché boursier sera au pire en consolidation au-dessus des 15 000 points, mais en dessous, ça me semble peu probable. Et évidemment, l'idéal, ça serait qu'on ait un breakout de cette résistance à 17 000 points à peu près, 17 100. Et là, pour le coup, ça serait un signal aussi très positif. Au niveau du Russell 2000, les petites et moyennes capitalisations boursières américaines, en début d'année, on a eu une belle sortie par le haut du range, un range dans lequel le Russell a évolué pendant plus d'1 an. Ensuite, on a eu une réintégration pendant quelques semaines, et depuis, on voit que la tendance n'est pas très... Elle est hésitante, là, cette tendance haussière, parce qu'on a beaucoup d'oscillations, au-dessus, mais sur une oblique haussière. Donc on voit quand même que la tendance elle est bullish. Donc à l'heure actuelle, les perspectives du Russell 2000 sont plutôt positives. Elles deviendraient négatives en cas de repli sous les 2000 points. En cas de réintégration du range, donc c'est-à-dire de cassure de cette oblique baissière, un retour au plus bas de l'année à 1900 points serait à anticiper. Le S&P, alors belle tendance haussière depuis le début de l'année, ce que je n'anticipais pas forcément, parce qu'on avait déjà eu une belle hausse en novembre et en décembre. Donc là, le S&P 500, c'est pas tellement la hausse du début d'année qui a surpris, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas eu de respiration. La hausse a été presque constante. Toutes les semaines, quasiment, le S&P 500 a terminé en hausse. Voilà, donc malgré des incertitudes importantes. Et donc c'est ça qui est assez surprenant en fait. Bon là on voit quand même des signaux de faiblesse depuis quelques jours, des signaux de nervosité. Si vous prenez le S&P 500 sur un mois, il fait rien au final.
sur un mois, il est flat, voire négatif, avec la séance du jour. Donc on voit que bon, malgré le fait que la tendance elle est globalement bullish, à court terme, il n'y a plus vraiment de jus. Je pense que bah, le marché il attend les résultats des entreprises et surtout des valeurs technologiques, mais également ces publications sur l'inflation. Parce que tout le monde sait qu'en janvier-février, il y avait ce problème de saisonnalité, donc les chiffres d'inflation n'étaient pas pris extrêmement au sérieux. Donc voilà, il y a des grosses attentes sur les chiffres d'inflation de cette semaine, enfin concrètement qui sont publiés ce mois-ci et le mois d'après. Ces 2 mois, les chiffres d'inflation de ces 2 mois d'avril, enfin qui sont publiés en avril et en mai, sont vraiment, à mon sens, déterminants pour la performance du marché boursier. Et évidemment, les résultats des entreprises américaines également. Voilà. En tout cas, techniquement, pour le moment, c'est bullish, tant que le S&P 500 n'enfonce pas cette oblique haussière. Si le S&P commence à clôturer en dessous, là, ça serait plus problématique. Nasdaq 100, on a une tendance qui est un peu plus fragile. On voit que le Nasdaq 100 est sorti par le bas d'un biseau début mars. Depuis, il évolue dans un range très étroit. Bon, bah là, concrètement, c'est la sortie de ce range qui donnera le tempo. Une sortie par le haut, et c'est le signe d'une poursuite de la tendance haussière, et une sortie par le bas, c'est le signe d'un retracement. Apple, que je trouve intéressant mais inquiétant, parce que, on est de retour sur un support clé à 166 $ à peu près, mais par contre, on voit que malgré le fait qu'on ait un retour à ce niveau de prix attractif d'un point de vue de l'analyse technique, eh bien, on n'a pas beaucoup d'acheteurs, on n'a pas vraiment de pression acheteuse. Donc voilà, ça invite à la prudence. Payer le support, pourquoi pas, mais attention, mettez un stop, je vous conseille, assez, enfin pas trop éloigné. Je pense que le mieux à faire, c'est d'être prudent, jouer cette carte-là et attendre un signal haussier. Comme par exemple la cassure de l'oblique baissière que vous voyez en bleu tracé sur le graphique. Voilà, si on a une cassure de cette oblique, ce serait déjà un premier signe positif euh, qui ne garantirait en rien une nouvelle impulsion haussière, mais déjà ça serait un premier signal positif plutôt que d'acheter un support et prier pour que le marché rebondisse dessus. CAC 40, j'ai l'impression que cet indice parisien a rompu avec sa tendance haussière. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, il évoluait un peu en escalier, hein. Quelques séances de hausse, suivies de quelques semaines de consolidation, quelques séances de hausse, etc., etc. La semaine dernière, on y est sorti par le bas. Enfin, on a eu le marché qui est tombé de l'escalier, on va dire. Enfin, qui a commencé en tout cas sa chute. Peut-être que le mot chute est un grand mot, mais voilà, vous m'avez compris, le support a été rompu, le support des 8100 points. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs perdent en force, perdent en dominance sur le marché, que la pression vendeuse est de plus en plus forte. Donc à mon sens, le couple risque-rendement a changé sur les marchés, mais surtout sur le CAC 40, comme on le voit. Donc voilà, je ne serais pas étonné que le CAC 40 et que les autres indices européens et même américains amorcent un retracement ou du moins une consolidation au cours des prochaines semaines. Voilà, donc perspective plutôt baissière pour moi, pour le CAC 40 et même en soi pour le S&P et le Nasdaq, même si la tendance pour le moment reste haussière. Je pense qu'on est à des points de flexion, pas forcément majeurs, hein, pas forcément de long terme, mais en tout cas de court terme. Alors, on avait une question justement sur le CAC, Valentin, si tu veux bien retourner sur le graphique. Donc, la question, comment préconisez-vous le trading sur le CAC compte tenu de ces fortes variations journalières avec ou sans stop loss, par exemple? Alors, je Alors, précise avant que tu donnes ta réponse, le stop loss, c'est pas qu'une question d'analyse technique. C'est une question de risque et du risque que vous êtes prêt à prendre. Quand vous décidez d'investir sans stop loss, alors je comprends très bien l'idée de la volatilité et de ne pas vouloir se faire couper. À mon sens, il faut mieux mettre dans ces cas-là un stop plus large,
Mais se dire sans stop loss, attention, il faut avoir le budget adéquat pour se permettre d'investir sans stop loss. Voilà, j'ai terminé, je te laisse répondre, Valentin. Ah, exactement, je compléterai ces informations par le fait que voilà, si vous tradez sans stop loss, n'utilisez pas de levier en vrai. Enfin, en tout cas, il y a une exposition très faible. Utilisez une très faible portion de votre capital. Et comme l'a très bien dit Maëva, si la volatilité est importante, ce que font pardon, les hedge funds, c'est qu'ils se basent sur la volatilité pour adapter la taille de leur position. Plus la volatilité est importante, plus vous réduisez la taille de votre position. Et du coup, vous mettez un stop plus large. Voilà. Donc, si la volatilité est un problème, si vous avez peur de vous faire chasser bêtement parce que vous avez un stop trop court, ce qui est tout à fait normal hein, de penser et de prévoir d'ailleurs lors des phases de volatilité, eh bien, mettez un stop un peu plus large, quitte à réduire la taille de votre position. Et voilà, c'est la meilleure chose à faire d'un point de vue de gestion de risque. Mais moi, je recommande de mettre tout le temps un stop, à part si vous tradez sans levier. Mais sinon, oui, enfin, et encore. C'est même toujours mieux de mettre un stop. Mais à la rigueur, si vous ne mettez pas de levier, bon, vous avez le temps de réagir. Si vous utilisez du levier, c'est systématique. Enfin, c'est vraiment recommandé. Donc, Alors, on a une question, je vais y répondre rapidement. Or, trading, CFD ou barrière, j'ai eu ces questions aussi pour d'autres produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que le produit, ça va dépendre vraiment déjà d'une part de vos budgets de départ. Comme le disait Valentin, par exemple, sur le marché américain, il y a des valeurs qui coûtent cher. D'accord? Donc, si vous souhaitez investir sur ces valeurs-là, mais que vous êtes assez peu capitalisé, eh ben, ce sera par exemple plus facile pour vous de le faire avec les turbos. Parce que sur les turbos, vous allez pouvoir décimaliser et finalement prendre seulement l'équivalent d'une partie de cette action-là. Donc ça va dépendre de ça, de votre capital et après aussi de votre horizon d'investissement. Donc pour ces questions plus spécifiques, je vous invite à me recontacter et en fonction de ce que vous voulez faire, on pourra définir ce qui vous convient le mieux comme produit. Autre question, Valentin, pour toi. Que penses-tu du Japon, que ce soit techniquement avec un graphique ultra bullish, méga rounding bottom depuis éclatement de la bulle, que fondamentalement, entreprise pleine de cash? alors, j'ai pas fait d'analyse technique sur le Nikkei. C'est vrai que j'ai pas fait d'analyse technique sur le Nikkei, mais je peux en faire une sur ProRealTime parce que j'ai la plateforme d'ouverte. Par contre, juste parenthèse, Maëva, je sais pas si tu vois le décompte, il reste 2 minutes, donc j'espère que ça va pas couper. Non, 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 Mais ça, donc, ça coupera pas au pire. ok, d'accord. Ça coupera pas, on dépassera, on essaiera. Voilà. Si vous avez des questions, passez vos dernières questions maintenant parce que du coup, on fera pas le question-réponse à la fin hein, pour qu'on reste quand même dans le timing. Bah, je te Ok, laisse peut-être, Valentin, finir ta presse. Ensuite, ouais, tu passes sur le Nikkei et comme ça, on pourra rester dans les temps. faisons comme ça. Alors le DAX, DAX est même à peu près le même topo que le CAC 40, sauf que lui, il a beaucoup mieux évolué, on va dire, à partir du mois de février. Il n'a pas évolué en escalier comme le CAC 40. Il perd un peu de terrain depuis quelques jours, hein, ce qui n'a rien d'anormal. Hein. Le marché respire, il a pris 15, même plus de 20% depuis le mois d'octobre. Donc il y a rien de surprenant pour le moment. Je vois aucun indicateur que je surveille qui suggère un top majeur du marché boursier pour le moment. Voilà, je surveille plusieurs indicateurs de profondeur, voilà, quelques algorithmes qui ont bien fonctionné dans le passé. Pour le moment, il n'y en a aucun qui me suggère un top majeur. Donc, un retracement fort probable à court terme. Enfin, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Je pense que le couple risque-rendement est clairement passé du côté des vendeurs depuis quelques semaines. Mais de là à anticiper à moins 15, moins 20%, je pense pas. Voilà, donc le Q&A, je vous invite à poser vos questions. En attendant, moi, je vais passer sur la plateforme PRT pour discuter du Nikkei. Alors, on va se mettre en hebdomadaire, même mensuel, je pense que pour faire voir à tout le monde comment le Nikkei a évolué. Ah, malheureusement, j'ai... Ah si. Voilà, donc vous voyez le Nikkei, donc le marché boursier japonais, hein, les 225 plus grosses capitalisations boursières japonaises. On a eu la bulle ici
la bulle japonaise, l'éclatement en 89-90, et ensuite un long bear market. Ce qu'il faut comprendre dans ce bear market, c'est qu'en fait, on a eu un deleveraging de l'économie japonaise, et c'est ce qu'évite actuellement Pékin. Pékin, avec son secteur immobilier, c'est une bulle quand même assez grosse, et ce qu'évite Pékin, c'est un deleveraging au Japon, comme au Japon dans les années 90, ce qui avait coûté cher à l'économie, et voilà. Donc c'est ce qui évite de faire Pékin à l'heure actuelle. Donc voilà, le Nikkei, on a eu un rounding bottom, on peut appeler ça comme ça, qui a été effectué. Donc bon, c'est clairement bullish sur le long terme, parce que là on est sur un horizon de temps quand même de très long terme, on est sur du mensuel, donc il peut avoir beaucoup de volatilité sur le court terme. Euh, Ce que je constate, moi, c'est que le Nikkei évolue beaucoup, vous voyez, avec des impulsions et ensuite des longues périodes de consolidation. Donc moi, je ne serais pas surpris qu'on ait une consolidation de plusieurs mois autour de l'ancien record à 3500 points à peu près, malgré le fait que les fondamentaux paraissent extraordinaires pour les entreprises japonaises avec plein de cash, ils sont bien deleveragés, leurs boards sont plus friendly pour les actionnaires. Donc voilà, on a beaucoup comment dire, d'attentes et de changements positifs d'opinion sur le marché boursier japonais, peut-être trop à court terme. Je pense que c'est devenu un peu une mode à court terme, mais en termes de fondamentaux, c'est positif. En termes de valorisation, le marché boursier japonais est un petit peu plus cher que le marché boursier européen, euh, donc, mais beaucoup moins cher que le marché boursier américain, évidemment. Donc, voilà, en termes de valorisation, le Nikkei est attractif, tout comme l'Europe. Voilà. Il est un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce il a bien plus d'entreprises technologiques qu'en Europe, mais bien moins qu'aux États-Unis. Et donc voilà l'explication en termes de valorisation. Donc moi concrètement, je suis positif sur le Nikkei. Il y a beaucoup de bonnes valeurs à prendre, je pense, et sur le marché boursier en général. Maintenant, on traite sur un horizon de temps long, donc ça ne veut pas dire qu'on va avoir une envolée de 100% en l'espace de quelques mois. On a déjà beaucoup évolué, beaucoup grimpé. Donc voilà, en journalier, je ne serais pas surpris qu'on ait une fluctuation autour des 39 000 points au cours des prochaines semaines et même des prochains mois. Voilà. Moi, je suis plutôt neutre, en tout cas à très court terme, sur le marché boursier japonais, clairement. À moyen long terme, je suis positif. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Valentin. Alors, on avait une question de la fin. Faites-vous du trading et avec quels outils? Donc, effectivement, tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, tu fais du trading de façon, j'ai envie de dire, particulière. Et quels outils utilises-tu alors? Bah, j'utilise l'analyse technique pour timer le marché. Parce que si vous essayez de timer le marché avec les fondamentaux, c'est pas très, enfin, c'est pas précis. Les fondamentaux, ça donne un contexte, à mon sens. Donc moi, j'analyse beaucoup les fondamentaux, la macro, pas forcément les fondamentaux des entreprises, mais voilà, tout ce qui tourne autour de la macroéconomie à l'échelle, on va dire mondiale, donc les banques centrales, les politiques monétaires, les politiques budgétaires. Mais ensuite, pour timer le marché, pour rentrer en position, pour sortir de position, ce que j'utilise, c'est l'analyse technique. Et, euh, et en fait, c'est primordial si vous utilisez, dès lors que vous utilisez du levier, vous êtes obligé d'avoir une gestion de risque adaptée avec un stop. Euh, et, donc, euh, et donc, il faut absolument utiliser l'analyse technique. Si vous tradez avec du levier sans prendre en compte l'analyse technique, c'est c'est compliqué. Investir sans levier, voilà, sur le long terme, il n'y a pas forcément besoin d'analyse technique, même si je pense que c'est mieux de l'ajouter. Mais on peut très bien voilà, investir selon uniquement les fondamentaux. Il y en a qui s'en sortent très bien. Euh, mais si vous commencez à trader voilà, avec un peu de levier, euh, analyse technique. Donc moi, ce que je regarde, c'est beaucoup les indicateurs de profondeur,
les feature chartistes, et ensuite tout ce qui est voilà, support résistance. Après les indicateurs RSI stochastique, je trouve qu'il y a, à mon sens, hein, après c'est vraiment une vue personnelle, mais je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de valeur. En tout cas, je n'ai pas trouvé beaucoup de valeur à trader avec ces indicateurs-là. Donc, en tout cas, c'est pas ce qui fonctionne pour moi. Voilà. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous pourrez contacter Valentin sur les réseaux sociaux, hein, puisqu'il est présent notamment sur Twitter. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez lui poser quelques questions, revenir sur certains points. Pour ceux d'entre vous qui avaient des questions plus particulièrement sur les produits, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous rappelle notre numéro 01 70 98 18 18. On est joignable de 8h30 à 20h, sauf le vendredi où on ferme à 18h. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra vous guider. Également, je vais vous afficher à l'écran des QR codes qui peuvent être assez pertinents pour vous. Vous allez retrouver les réseaux sociaux de IG où vous pourrez suivre nos actualités et également Alexandre, hein, l'un de nos analystes, les podcasts et les idées de trading. Je vous rappelle que dans ces idées de trading, vous allez retrouver notamment les idées de trading de Valentin qui fonctionnent très bien. Vous avez les idées de DT expert, des idées de day by day. Ça, on vous le fournit gratuitement, c'est du contenu de qualité. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir des scénarios qui sont vraiment construits par des analystes, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur cette page. Merci encore Valentin. Je vous rappelle à tous que cette présentation, ce webinaire sera disponible en replay dès demain sur IG Academy et également sur notre chaîne YouTube. À très bientôt et bonne soirée à toutes et à tous.